C'est une présentation qui rentre dans le cadre des travaux qui s'intéressent à la production de connaissances par la conception. Et nous, on était un peu, on allait un peu de là, on parle de la conception comme source de renouvellement dans la production de connaissances agronomiques scientifiques. Donc, la présentation, elle vient à un moment où on vient de publier un article sur ce travail dans Agricultural Systems. Donc, je vous invite à le lire pour compléter ce que je vais présenter et puis continuer les discussions par la suite. Donc, on est parti du plan de départ d'un contexte qui est que l'innovation devient un enjeu de plus en plus inscrit dans les instituts et dans les stratégies d'instituts de recherche. Innovation comme enjeu stratégique pour répondre aux enjeux sociétaux qui concernent les domaines de ces instituts de recherche. Et puis, là, je mettais un exemple très récent, innover pour une alimentation durable sur le site inrae.fr le 15 octobre 2020. C'est une page dans laquelle la question de l'alimentation durable est traitée par des interviews de chercheuses qui travaillent d'une part sur les différents types d'innovation et puis des chercheuses qui, par leurs recherches, peuvent contribuer potentiellement à des innovations dans le cadre de l'alimentation durable. Mais il y a bien ce terme d'innover pour l'enjeu alimentation durable. Et comment on en parle de l'innovation? On en parle encore avec une approche dominante qui est dans la traduction et la valorisation des résultats de recherche. À gauche, en bas, je mets un extrait de rapport Agriculture et Innovation 2025. Donc, c'est pas un document d'orientation stratégique, mais c'est quand même quelque chose qui oriente beaucoup les travaux à l'INRAE. Et on parle justement de chemin vers l'innovation. En tant que producteur de connaissances scientifiques, l'INRAE est attentif à l'orientation et à l'évaluation de ses recherches et impliqué dans la transmission et l'utilisation des résultats et des enseignements. Et on parle bien d'abord de production de connaissances dans les différents domaines et ensuite de valorisation dans différentes formes de partenariat. À droite, je mettais un exemple identique, ou complémentaire. En fait, qui concerne cette fois-ci Wageningen University of Research. Et je mettais cet extrait pour montrer que vraiment dans le texte, ce que je souligne, c'est vraiment des visions qui correspondent à ça, to transform our knowledge and expertise, to impact society and transform our knowledge into value. Enfin voilà, je ne vais pas aller dans tout le détail, mais c'est une vision qui montre bien l'innovation comme quelque chose qui résulte de la traduction des connaissances qui ont été produites au départ, au préalable, et des connaissances sur lesquelles on peut appliquer notamment cette échelle technologie readiness level. Donc les connaissances produites vont être plus ou moins proches d'un aboutissement final qui serait l'innovation. Donc à partir de ça, nous on voit derrière ça, enfin je propose de voir derrière ça une linéarité implicite qui est que la production de connaissances intervient, puis la conception d'innovation sur la base de ces connaissances. Je parle de cette linéarité pour bien dire que ce qui va nous intéresser, c'est des questions liées aux productions de connaissances et à la conception, qui est une des facettes de cette vision de l'innovation que je présentais dans les instituts de recherche. Mais en fait, comment sont abordés les rapports entre connaissances et conception dans les recherches agronomiques? Il y a déjà des choses qui nous aiguillent là-dessus. Il y a des travaux de chercheurs et de chercheuses qui développent vraiment des méthodes et qui contribuent à la conception d'outils, de systèmes de culture et d'idéotypes. Donc, c'est des travaux qui partent sur une intention qui est non pas produire des connaissances sur ce qui est, mais qui sont directement engagés dans la production de choses qui n'existent pas encore, ou des travaux pour faire advenir des choses qui n'existent pas encore. Et puis, par contre, il y a quand même, on remarque un accent sur les connaissances manquantes, plus que sur celles qui sont produites dans les processus de conception ou de co-conception. Les connaissances manquantes dans les transitions vers l'agroécologie, qui sont des connaissances sur les processus qu'il faut aborder ou sur les régulations qu'il faut maîtriser. Pourtant, donc il y a encore cet accent sur les connaissances, malgré le fait qu'il y ait des travaux de chercheurs et de chercheuses qui soient directement des travaux de conception. Pourtant, on sait que théoriquement, on peut quand même identifier qu'il y a des spécificités de la conception dans les sciences agricoles. C'est des travaux qui récemment
explore vraiment ses spécificités avec des objets vivants, de la conception distribuée. Et puis, on peut penser aux disciplines qui s'intéressent du champ des sciences agricoles comme des disciplines qui s'intéressent directement à des activités de transformation des écosystèmes par l'homme, donc qui posent vraiment des questions de conception, qui posent vraiment des questions directement sur la relation entre concevoir ces activités et ces outils pour transformer des écosystèmes et puis les connaissances sur ces agroécosystèmes. Je précise juste qu'il y a des apports, mais qui nous semblaient partiels des sciences de la conception, puisqu'on parle de conception. Qu'est-ce que nous disent les sciences de la conception sur le rapport entre connaissance et conception? C'est des débats qui sont, je mettais juste 2 points pour dire que c'est des débats qui sont surtout sur des plans théoriques et assez conceptuels. Il y a des débats sur les inclusions réciproques ou non entre design et science, qui restent sur des débats assez cognitifs, c'est-à-dire les auteurs que je cite se posent la question de savoir si les processus cognitifs qui sont engagés dans la conception ou dans le raisonnement scientifique sont les mêmes ou pas, et est-ce que l'un englobe l'autre ou pas. Donc, c'est pas directement quelque chose qui nous aide à décrire les processus de production de connaissances dans la conception. Et puis, il y a des théories qui spécifient peu les formes de connaissances, malgré que ce soit des théories de la conception. Je donne l'exemple de la théorie CK, qui dit finalement des choses, des interactions entre un espace de concept et un espace de connaissance, mais qui dit très peu de choses sur la diversité, la spécificité de ce qui se passe dans l'espace des connaissances, et puis qui reste sur la description qui a des descriptions d'opérateurs assez cognitifs entre ces espaces concept et connaissance. Donc ça nous a amené à avoir un objectif qui était de tester un postulat qui était qu'une démarche de recherche démarrant avec une intention de conception amène à la production de connaissances scientifiques. C'était donc l'idée était de remettre en question ou d'aborder différemment, c'est-à-dire non pas que cette linéarité qu'on identifie entre production de connaissances et conception d'innovation par la valorisation et transformation de ces connaissances n'est pas quelque chose qui qui est, enfin, c'est pas, l'idée c'était pas de complètement invalider ça, mais c'était de tester une autre approche pour comprendre les productions de connaissances dans la conception qui était beaucoup plus circulaire entre l'intention de conception d'innovation comme point de départ d'une démarche de recherche et de co-conception qui va amener à la production de connaissances scientifiques parmi d'autres connaissances. Et ces connaissances peuvent être réinvesties dans ce processus de conception comme être mobilisables dans d'autres processus de recherche. Donc la question qu'on se posait portait vraiment sur les connaissances, cette partie production de connaissances scientifiques, et puis essayer de décortiquer ce processus en se demandant dans quelle mesure et de quelle manière les processus de conception produisent-ils des connaissances scientifiques originales sur les systèmes agricoles. Et ça nous a amené à regarder différentes choses. Quelles sont les connaissances scientifiques qui sont produites? Est-ce qu'elles sont spécifiques par rapport à celles qui sont classiquement produites dans la discipline concernée? C'est-à-dire, est-ce que cette démarche de conception amène quelque chose de particulier par rapport aux productions de connaissances dans le domaine? Quelle dynamique du processus de conception conditionne la production de ces connaissances? Et puis, quel rôle jouent les rapports entretenus avec les situations d'action dans la production de connaissances? Donc, le cadre conceptuel qu'on s'est donné pour aborder cette question, c'était d'abord le point de départ qui était, je l'ai dit un peu en introduction, mais je le rappelle, hein, la conception, c'est d'avoir un processus par lequel de nouveaux objets sont créés pour atteindre des objectifs. Donc, quand je parlais de l'engagement dans des processus de conception, c'est bien de parler de chercheurs et de chercheuses qui partent avec l'idée de produire de nouveaux objets ou des objets ou des systèmes qui n'existent pas encore, plutôt que de décrire des aspects de la réalité qui pourraient nourrir ces systèmes. Donc, on a bien une intention pour le futur avec une cible initiale de la conception, un système de culture, un itinéraire technique, une association variétale, qui est associé à des représentations du problème ou des processus de l'agroécosystème sur lesquels l'objet qu'on souhaite concevoir repose. Et puis, on va mobiliser ou produire des connaissances
pour faire aboutir à des solutions de conception imaginées et qu'on va essayer de tester. Ces tests ou ces solutions, elles vont être mises en face ou elles sont imaginées pour être intégrées à des situations d'action avec l'objet qu'on conçoit. Et ce qu'on va chercher, donc, c'est identifier ces différents éléments, la cible, les représentations, les connaissances, les situations, éventuellement des tests de prototypes dans les situations, et puis de regarder le processus qui se passe, qui relie ces éléments entre eux. Donc, regarder dans quel sens, dans une dynamique de production successive de connaissances, d'évolution de cycle de conception, jusqu'à ce qu'on a appelé un résultat du processus de conception qui éventuellement peut devenir une innovation. Voilà, donc ça c'est un peu le cadre conceptuel qu'on avait en tête, en tout cas les différents éléments qu'on va essayer de retracer dans les enquêtes sur les différents cas d'études. Justement, les cas d'études, je ne vais pas être très long sur la méthodologie, mais il faut quand même, pour présenter les résultats, que je vous présente les cas d'études. C'est une démarche de recherche qui a porté sur une analyse de cas de 9 projets menés par des chercheurs et chercheuses en agronomie, en écologie, en génétique végétale. Pourquoi on a sélectionné, enfin, comment on a sélectionné ces cas? C'est que on a identifié des projets de recherche dans lesquels il y avait une intention de conception qu'on pouvait identifier, bien définir au départ. Et puis qu'on a aussi pu identifier en repérant les objets conçus, donc les itinéraires techniques, les systèmes de culture, les associations variétales, jusqu'à des organisations spatiales, les paysages agricoles. Et ce qui nous a amené à sélectionner les différents cas aussi était la possibilité d'identifier des publications de résultats scientifiques qui étaient associées pour nous à un signe de production de connaissances scientifiques au cours du processus. Ensuite, les cas, on a aussi essayé de les sélectionner pour obtenir une diversité à la fois des durées et des degrés d'aboutissement des différents processus de conception, une diversité des actions visées par la conception. Est-ce qu'on cherche à concevoir des outils qui appuient des actions de fertilisation, des actions de conduite des cultures, des actions qui relèvent plus du choix variétal? Voilà, une diversité de ces types d'actions et des objets sur lesquels elles reposent. Et puis, diversité des échelles spatiales, donc qui étaient des processus de conception qui portait avant tout sur un regard au niveau de la parcelle, des processus de conception qui portaient sur des bassins versants, voire des territoires de sélection variétale. Donc ça, c'était la description de comment on a choisi les cas. Je vais pas être... je suis désolé, c'est le seul tableau de la présentation. Il est un peu costaud, mais il est nécessaire pour justement que vous appropriez un minimum les cas et surtout ce qu'on a décidé de repérer dans les processus de conception pour ensuite que je puisse présenter les différents résultats. Donc les 9 cas, c'était un cas, ils sont identifiés par des titres courts qui sont dans la première colonne à gauche. Ensuite, je parle des actions visées. La deuxième colonne et la troisième colonne décrivent ce qu'on a appelé l'intention de conception. Et puis, dans la dernière colonne, je rassemble les principales innovations de chaque cas. Donc, dans un cas qu'on a appelé bande double densité, il y a les deux premiers cas concernent l'action de fertiliser le blé en se posant la question des dates et des doses d'application. Les cibles de conception, c'était une méthode de calcul de la dose sans le reliquat de sortie d'hiver ou bien une méthode de gestion de la fertilisation azotée en suivant des états de nutrition azotée du blé. Dans les deux cas, on voit les innovations sont des stratégies de fertilisation qui utilisent un indicateur et puis des règles de décision basées sur l'indicateur. Dans le troisième, bon, je ne vais pas décrire tous les cas, ce que je veux surtout décrire sur cette description des cas, c'est le fait que on identifie différentes innovations pour un même cas.
Je vais prendre du coup l'autre exemple qui est les associations variétales de blé. Et ce qu'on cherche au départ, l'action visée, c'est sélectionner les variétés de blé à cultiver ensemble pour réduire la sensibilité au stress biotique et abiotique. Du coup, la cible de conception au départ, c'est bien des mélanges de variétés qui ont un avantage sur une variété pure dans les fermes. Et puis, les innovations auxquelles on aboutit sont à la fois des règles d'association pour stabiliser les rendements et simplifier la gestion des cultures, et puis des associations variétales conçues et adaptées localement, et puis un outil d'évaluation multicritère des associations variétales. Donc voilà, je ne sais pas si je pourrais revenir sur cette diapositive s'il y a des questions ou si j'ai besoin de décrire des résultats sur les cas particuliers, mais je pense que si je décris tout, on va perdre du temps, d'autant plus que je pense qu'il y a plusieurs de ces cas que certains d'entre vous connaissent très bien. Donc, je vais directement passer au résultat. Je présente un plan pour vous dire que je vais présenter une diversité de résultats qui ont une cohérence entre eux. C'est-à-dire que les premiers résultats, 1, 2 et 3, je décris vraiment ce qu'on observe, comme j'ai commencé déjà un peu à le faire, mais je décris vraiment ce qu'on observe au niveau des innovations qui émergent de ces processus, les connaissances que j'arrive à identifier comme produites au cours de ces processus. Ensuite, j'essaie de prendre un peu de recul, de regarder leur originalité par rapport aux disciplines, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, ces connaissances. Et puis enfin, 4 et 5, c'est des approches plus des dynamiques de replacer ces innovations et ces connaissances dans un processus de conception. D'une part, en regardant la dynamique des interactions entre les productions de connaissances, les évolutions des sites de conception et les représentations des processus dans l'agroécosystème. Et puis, un dernier point qui est sur le rôle de qu'est-ce qui fait que ces dynamiques ont lieu et le rôle notamment des situations réelles d'action dans ces dynamiques. Donc, le premier point de résultat, c'était simplement identifier les innovations et d'identifier des ensembles, notamment le résultat, c'était qu'on identifiait des ensembles d'innovations complémentaires pour outiller l'action. Donc, il y a des innovations qui correspondaient à des ensembles cohérents de techniques, une stratégie de fertilisation, un système de culture, décrit comme l'ensemble des techniques qui le définissent, des itinéraires techniques. Mais ces innovations, elles étaient souvent liées à soit d'un côté des indicateurs et des outils qui ciblent un aspect décisionnel précis pour mettre en œuvre l'ensemble cohérent de techniques. Ça peut être, comme je le disais, un indicateur de déclenchement d'un apport d'azote ou bien des règles de gestion des associations de culture sous un tunnel en maraîchage qui vont complémenter l'innovation qui est le système de culture dans son ensemble. Et ces ensembles cohérents de techniques peuvent aussi être liés à des règles de décision pour adapter des modalités d'action dans des contextes singuliers, c'est-à-dire au-delà d'être donc ça peut être des méthodes de calcul de fertilisation en prenant en compte des contextes, les spécificités du contexte quant à l'azote contenu dans les feuilles gelées. Ça peut être des règles d'association de variétés qui prennent en compte les maladies dominantes dans une situation spécifique, ou bien des règles d'organisation de culture dans l'espace qui prennent en compte les contextes paysagers locaux. Mais on a quand même identifié dans ces processus, et il était important de les relever, des innovations qui sont plus éloignées de l'action qui est directement visée par le processus de conception, mais qui émergent quand même du processus, qui étaient souvent il y a des nouvelles manières de décrire et de mesurer les agroécosystèmes. Donc là, on cherche à décrire et mesurer l'agroécosystème sans directement avoir un lien évident à la manière dont on va agir sur ces agroécosystèmes. C'est notamment le cas d'un indicateur liant la quantité d'eau et le ruissellement à la quantité de sédiments. C'était une manière de décrire un processus de ruissellement érosif dans le cas d'étude qui correspond au travail sur le ruissellement érosif. Et puis un indicateur de diversité génétique incluant la diversité intravariétale dans le cas de la sélection participative du blé. Donc voilà, c'était le premier point de résultat, c'était d'identifier ces différentes innovations pour ensuite remonter aux connaissances sur les agroécosystèmes et sur les effets de l'action sur ces agroécosystèmes qui sont produits dans les
ces processus de conception qui sont liés à ces innovations. Et le résultat ici qu'on veut souligner, c'est qu'on identifie 3 types de connaissances scientifiques produites. Des connaissances, donc je vais décrire ces 3 types en montrant bien que un résultat de la comparaison des cas d'études, c'est que quand je les affiche ici, chaque carré vert correspond aux connaissances produites dans un cas d'étude. On voit que dans chaque processus de conception, on peut produire, ils sont produites différentes formes de différents types de connaissances. Donc ces types de connaissances, c'est quoi? Le premier, c'est des connaissances sur les processus biologiques ou physiques au sein des agroécosystèmes, simplement. Donc dans le cas de la bande double densité, ces connaissances, c'était par exemple des connaissances sur la relation entre le CAU et la vitesse de croissance, donc le coefficient d'utilisation de l'azote et la vitesse de croissance, ou bien la variation, le fait que la variation du CRU, le coefficient d'utilisation réelle de l'azote, est expliquée par des pertes gazeuses. Mais dans ce même cas, on voit aussi qu'il y a une production d'un autre type de connaissances, qui est dans un troisième point, les connaissances qui sont des modèles systémiques, et souvent quantitatifs, des processus biophysiques jugés clés pour orienter l'action. Dans ce cas-là, c'était un modèle de l'évolution du CAU. Le troisième type de connaissances, ce sont des connaissances sur les effets des actions techniques sur l'agroécosystème. Donc là, ce ne sont plus des connaissances qui décrivent directement les processus observés dans l'agroécosystème, mais qui vont vraiment essayer de décrire ou des effets des actions sur ces processus sur l'agroécosystème. Dans le cas du ruissellement érosif, ce sont par exemple les effets des états de surface créés par les pratiques culturales, que ce soit le sens d'orientation des cultures et de travail du sol, sur le ruissellement érosif. Dans le cas de la production de systèmes de culture incluant du miscanthus, une des connaissances sur les effets des actions était que la densité des tiges pendant l'établissement de la culture explique la variété de rendement du miscanthus au sein d'un réseau de parcelles agricoles. Donc l'étape d'implantation était très importante pour le processus de croissance et d'établissement du rendement du miscanthus par la suite. Voilà, donc les résultats, c'était bien à la fois qu'il y a des types de connaissances qu'on retrouve transversalement dans nos différents cas, et puis que dans chaque cas, on peut observer la production de différents types de connaissances dans un même processus de conception. Maintenant que j'ai décrit ces connaissances, je peux aborder la manière dont on a essayé, enfin, dans l'originalité de ces connaissances dans leur discipline. Donc, ce qu'on a observé, ou le résultat qu'on veut mettre en avant, c'est que ces originalités des connaissances sont liées à des évolutions à chaque fois, des représentations qu'ont les chercheurs et les chercheuses, à la fois des processus au sein de l'agroécosystème. Donc, parfois, on va considérer de nouveaux objets. Les feuilles du colza gelées, qui étaient auparavant exclues du cycle de l'azote de la culture, sont maintenant considérées comme importantes et prises en compte dans le cycle de l'azote de cette culture. Ou bien les associations de culture sous tunnel qui deviennent des objets qui prennent en compte des aspects des cultures associées qui sont leur architecture 3D et leur longueur de cycle de culture, notamment liées aux dates d'arrachage des espèces. Donc là, soit on considère vraiment de nouveaux objets physiquement, soit on redéfinit l'identité de l'objet sur lequel on travaille. Et puis parfois, on établit aussi de nouveaux liens entre les objets. C'est le cas, par exemple, dans le cas de la production d'itinéraires techniques colza Bazintran. On se rend compte que les paysages agricoles sont à considérer en prenant à la fois les pratiques au sein des parcelles et les habitats semi-naturels ou en marge des parcelles. Les paysages agricoles sont souvent regardés soit en ne considérant que ce qui se passe à l'intérieur des parcelles, soit en considérant que les éléments structure paysagers qui sont en dehors des parcelles. L'autre processus l'autre évolution des représentations qu'ont les chercheurs ou chercheuses
qui amènent à l'originalité des connaissances, ce sont des évolutions de représentation des pratiques des agriculteurs et des agricultrices. Soit on identifie des pratiques qui ont un impact non négligeable alors qu'on n'y portait pas forcément attention. Le premier exemple, j'en ai déjà parlé sur les effets du travail du sol et sa direction sur les états de surface des sols. Mais c'était aussi le cas dans le cas sur la sélection participative du blé, où on se rend compte que les échanges de semences entre agriculteurs et agricultrices sont nombreux et ont un impact sur les populations qui sont cultivées, donc modifient la représentation de ce qu'on va appeler une variété population. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un peu décrit dans, dans le papier. Et l'autre modification de représentation des pratiques, c'est aussi qu'on porte attention aux dynamiques qui sont mises en jeu dans les actions des agriculteurs et agricultrices. C'est-à-dire que la pratique ne devient plus simplement l'ensemble des techniques, mais aussi la dynamique dans laquelle les actions doivent être mises en jeu. C'est le cas, par exemple, dans le cas sur la fertilisation azotée du blé qui suit une dynamique des états de nutrition azotée du blé. Donc maintenant que j'ai décrit ces originalités des connaissances, ce qui m'intéresse, c'est ou ces différents, je décris ces différentes choses, les innovations, les connaissances et leur originalité. Ce qui nous intéressait, c'était de montrer comment cela s'arrangeait ou s'inscrivait dans une dynamique au cours du processus de conception. Là, ce qu'on a observé ou ce qu'on identifie, c'est des interactions. Alors, je vous décris quand même l'exemple là que j'ai choisi pour illustrer. On a retrouvé ces types de dynamiques sur l'ensemble des cas, mais j'en décris ici qu'un. C'était le cas où on s'intéresse à où l'intention de conception de départ est de produire un itinéraire technique du colza performant en AB ou en protection intégrée. Et la représentation qui est liée, le cadre gris, c'est que les performances de l'itinéraire technique sont d'abord déterminées par les pratiques au sein de la parcelle. Ici, un diagnostic agronomique va amener à la production de connaissances, ce sont les cadres orange, sur le fait que les insectes sont parmi les facteurs limitants majeurs, ce qui n'était pas forcément aussi clair avant ce diagnostic, et surtout que les méligettes, qui en partie de ces insectes, sont plus influencés par le paysage que par les pratiques au sein des parcelles. Ça amène à un changement de la représentation qui est que la performance de l'itinéraire technique elle est forcément déterminée aussi par des mosaïques paysagères au-delà des pratiques au sein des parcelles. Donc l'intention de conception se déplace vers une cible qui serait un indicateur du paysage pour déterminer la probabilité de dépasser un seuil d'abondance de ces mégettes qui sont un facteur limitant des performances. Cette nouvelle cible va amener une production de connaissances qui n'était pas forcément identifiable à partir de cette cible-là, qui était la distance de dispersion des méligettes et de leurs ennemis naturels à différentes phases du cycle de leur cycle de vie. Et la production de connaissances, toujours en cours sur ces éléments, va amener à modifier la cible de conception encore vers des règles de décision du paysage, de gestion du paysage pour favoriser les ennemis naturels et la lutte biologique contre les méligettes. Ce qu'on observe, pourquoi je présentais ce diagramme, ce graphique, c'était pour présenter différents points de résultats transversaux à différents cas, que je peux malheureusement pas tous décrire ici. C'est le premier qui a une spécification des cibles de conception en lien avec des actions plus élémentaires. Donc ici, il y a une spécification en 3 étapes de la cible de conception qui porte le processus de conception. Et c'est pas le cas où c'est le plus franc, mais cette spécification, elle est souvent en lien avec des actions qui vont se préciser par rapport à une première cible qui intègre ou agrège un grand nombre possible d'actions. Le deuxième point, c'est que c'est une spécification qui résulte de nouvelles connaissances produites. On a toujours dans les 9 cas des allers-retours qu'on a dessinés ici par ces différentes flèches entre la production des connaissances et l'évolution de ces sites de conception.
Et puis que l'exploration justement des caractéristiques et propriétés de l'objet conçu amène à produire des connaissances dans des domaines non prévus au début du processus. Ici, la distance de dispersion des millijets n'était pas forcément quelque chose de prévu en pensant à la production d'itinéraires techniques du colza qui soit performant en agriculture biologique. Et le dernier point que je voulais souligner, et qui était un résultat aussi transversal aux différents cas, c'était qu'il y a toujours, dans dans l'ensemble des graphiques qui représentent de cette manière les processus de nos cas d'études, il y a toujours une évolution de la représentation, des représentations des processus de l'agroécosystème qui vont de pair avec l'évolution des cycles de conception et la production de connaissances. C'est-à-dire que dans aucun de nos cas, et c'était intéressant de le remarquer, la représentation de l'agroécosystème qui est liée à une première identification, une cycle de conception, n'est conservée jusqu'à la fin du processus. Il y a toujours, de manière plus ou moins importante, ou plusieurs, une évolution de ces représentations qui se fait à l'interface entre les interactions entre l'évolution de la formulation de ce qu'on cherche à concevoir et puis les nouvelles connaissances produites. Voilà les 4 points de résultats transversaux sur la remise en cohérence dynamique de ces différents éléments qu'on a identifiés. Et le dernier point de résultat sur lequel je voulais appuyer, c'était que maintenant qu'on a montré ces dynamiques, c'était intéressant de se dire, d'aller chercher dans les processus qu'est-ce qui alimentait ces dynamiques, qu'est-ce qui faisait que on va pouvoir mettre en mouvement ces allers-retours entre production de connaissances, conception des cibles de la conception et puis éventuellement évolution des représentations. Ce qu'on a identifié, ce sont que des confrontations à situations réelles d'action, parmi d'autres événements, sont de manière très récurrente des moteurs de ces dynamiques. Elles le sont donc des productions de connaissances qui sont suscitées par des confrontations à situations d'action réelle de plusieurs natures. Alors là, je décris différentes manières, enfin différentes choses, différents processus qui sont interprétés comme des confrontations à situations d'action réelle. Le premier, ce sont les identifications de situations rares ou singulières qui conduisent à la reformulation d'une cible de conception mieux adaptée à ces situations. Sont souvent, je le décris parce que c'était quand même, souvent ce sont des situations repérées par les chercheurs ou les chercheuses grâce à des interactions informelles ou plus ou moins informelles, on va dire, avec des agriculteurs ou agricultrices ou bien des acteurs de la recherche et du développement. Pourquoi ça nous intéresse enfin, donc des exemples pour illustrer ça, en reprenant cette graphique là que je vous présentais dans le cadre conceptuel, les situations d'action avec l'objet conçu, elles sont utilisées comme une projection ou quelque chose qui est identifié pour définir et identifier, préciser les cibles de conception. Ce qu'on veut dire avec situation rare ou singulière, c'est que parfois il y a une situation qui sort de ce qu'on avait identifié comme la situation d'action majoritaire ou générique, et qui peut agir donc dans un premier cas en début de processus de conception pour préciser ou spécifier une première cible de conception. C'était le cas par exemple des sols trop pierreux pour mesurer des reliquats d'azote qui nécessitent une autre méthode de calcul de la fertilisation azotée. Donc c'est une situation rare ou singulière qui va permettre de spécifier une première cible de conception. Un calcul de dose pour la fertilisation du blé sans mesure de reliquat. Dans d'autres cas, ces situations d'action, ces situations rares ou singulières, elles apparaissent au cours du processus, ce que signifie avec cette flèche en pointillé. Il y a déjà des choses qui se sont passées avant, mais on se rend compte que des situations sortent de ce qu'on identifie comme les situations d'action visées par la conception. C'était par exemple dans le cas sur le colza, une très grande quantité de feuilles du colza gelé constatées dans certaines situations, pas toutes, mais certaines situations qui vont être suffisamment
déterminante pour changer la représentation qu'on a du cycle de l'azote pour le colza. Donc le colza devient un réservoir temporaire qui relargue l'azote de ses feuilles lorsqu'elles gèlent et qu'elles tombent au sol. Ça va amener à identifier une nouvelle cible de conception, donc c'est-à-dire un itinérant de technique du colza avec semis très précoce pour éviter certains stress, mais en limitant qui va aussi prendre en compte l'azote des feuilles gelées dans l'hiver pour calculer la fertilisation azotée de printemps. Et cette nouvelle cible va amener à produire des connaissances sur, du coup, la vitesse de minéralisation et les preuves d'absorption de l'azote relargué par les feuilles gelées par la plante. Donc voilà, c'était un premier type de confrontation à situation d'action réelle. Ce sont ces situations qui sortent un peu de l'archétype de la situation visée par la conception, mais qui sont suffisamment déterminantes pour redéfinir le processus ou la cible de conception. L'autre ouais. Confrontation à des situations d'action, ce sont différentes formes de diagnostic. Donc c'est pas des diagnostics avec des fois des méthodes bien établies hein, dans le travail des agronomes, mais qui à chaque fois apportent quelque chose dans le processus de conception. Donc des diagnostics d'abord de la diversité des pratiques, enfin des pratiques dans le sens de ce qu'on connaît derrière le diagnostic agronomique. Ici, ce sont des diagnostics, une forme de confrontation à la situation pour observer la diversité de certains aspects des actions dans ces situations, qui vont produire des connaissances sur l'agroécosystème et faire évoluer des représentations de la cible de conception. C'est par exemple le diagnostic agronomique dont j'ai déjà parlé dans le cas de l'itinéraire technique du colza en agriculture biologique, qui va directement aboutir à la production de connaissances sur les facteurs limitants et sur le rôle notamment non négligeable des méligettes dans l'établissement du rendement du colza en bio. Et puis, transformer, comme je l'ai présenté avant, la représentation du processus, qui est que les performances de l'itinéraire technique sont aussi déterminées par les mosaïques paysagères dans lesquelles ils s'inscrivent. Les diagnostics ils peuvent aussi prendre la forme de diagnostic des contextes de pratique. Donc déjà, des diagnostics qui sont plus déjà observés, donc diagnostic des usages qui sont plus observer un objet déjà utilisé dans des situations d'action. Ils peuvent être en début de processus, donc je l'illustre pas mais, sur le graphique, mais c'est par exemple le cas d'une analyse de l'usage de la méthode du bilan azoté pour préciser ce que peuvent être des caractéristiques intéressantes de la cible de conception. Et puis, ce sont aussi des diagnostics qui interviennent dans le processus de conception, qui sont par exemple, dans le cas sur les associations variétales, des diagnostics qui prennent la forme soit d'enquête auprès des agriculteurs qui utilisent des mélanges de variétés, soit de ce qui se passe ou de la prise en compte de ce qui se passe dans des ateliers d'idéotypage avec des agriculteurs et des conseillers. Ces formes de diagnostic d'usage déjà de ce qui pourrait être des formes de l'objet qu'on cherche à concevoir vont faire ici évoluer les représentations et puis la cible de conception. La représentation dans le sens où on va prendre l'association variétale comme quelque chose qui cherche à augmenter la diversité génétique tout en maintenant ou diminuant la complexité de gestion. Et puis, cette forme de diagnostic va aussi amener à changer la cible de conception vers des règles d'association pour prendre en compte cette nouvelle représentation, donc diversifier tout en maintenant une condition de gestion simplifiée à la ferme. Donc le dernier type de confrontation à situation que je voulais présenter, c'était des expérimentations précoces. Donc je vais être court parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais simplement ce que je mettais derrière précoce, c'était des expérimentations qui n'ont pas valeur de test d'un objet qui serait presque l'objet conçu abouti,
mais qui sont des expérimentations pour se confronter, pour voir ce que c'est que de mettre en œuvre la première idée de ce qu'on a comme cible de conception. Donc c'est bien des expérimentations pour se confronter aux situations et à ce que ça veut dire de mettre en œuvre l'objet qu'on cherche à concevoir et non pas pour évaluer déjà les performances d'un prototype. Ça peut être, enfin, un exemple que je mettais, c'était une expérimentation dans le cas des systèmes des associations d'espèces en maraîchage sous tunnel, qui était le fait de se rendre compte par l'expérimentation que les dates d'arrachage des espèces à cycle court peuvent causer des transferts de ravageurs au sein du tunnel vers des espèces qui seraient encore en culture. Ça, c'est quelque chose qui intervient, qui émerge de l'expérimentation qui n'est pas le test de thème de culture définitif, mais qui est bien une forme de confrontation et d'ouverture à l'expérience de ce que veut dire cultiver des associations de culture dans ces univers. Donc voilà, je termine là-dessus pour la présentation des résultats et je veux juste utiliser le temps qui reste, Lorraine m'a indiqué qu'il n'y en avait pas beaucoup, sur les points de discussion que ces résultats nous amènent à soulever. Je vais essayer d'être le plus clair ou le plus succinct possible. Mais le premier, c'était que ces résultats nous montrent, on va dans des choses très précises, mais le premier, c'est quand même qu'on identifie bien qu'il y a des productions de connaissances qui sont à la fois des connaissances scientifiques réinvesties dans le processus, mais aussi des connaissances plus génériques, voire ouvrant des champs de recherche. Donc ça va un peu à l'encontre de l'idée que quand on fait de la conception ou de la co-conception, qu'on s'engage dans un processus d'innovation ou de co-innovation dans des situations spécifiques, on doit produire des connaissances qui sont utiles que là ou que dans ce contexte où le processus d'innovation a lieu. Ici, on se rend compte, c'est décrit davantage dans l'article, qu'il y a des connaissances qui sont produites dans ces processus, mais qui vont être remobilisées à la fois par différents champs disciplinaires et puis qui vont ouvrir des lignes de recherche. Un point de discussion qui était aussi important pour moi, c'était l'évolution des représentations des processus de l'agroécosystème. C'est quelque chose qui émerge vraiment de l'analyse de ces processus de conception. C'est quelque chose qui détermine, c'est quelque chose qui est apporté par l'engagement dans la conception. On a essayé avec les différents résultats de montrer comment, et notamment en insistant sur ces éléments de confrontation et situations d'action. Ces évolutions de représentation sont déterminantes dans l'originalité des connaissances produites. On a essayé de montrer comment. Et puis, c'est aussi quelque chose qui correspond à ce que certains auteurs appellent comme des nouvelles manières d'aborder des principes tels que la diversité, les dynamiques, les changements d'échelle, qui seraient des déterminants de la mise en œuvre de l'agroécologie ou pas. C'est-à-dire ces évolutions de représentation. Enfin bref, je passe là-dessus. Un autre point qui me semblait devoir être mis en avant, c'était la progressivité dans la formulation des problèmes, des cibles de conception et l'identification des connaissances à produire. Cette progressivité, c'est pour ça que j'ai pris le temps de décrire une dynamique pour un cas d'étude. Elle est bien observée à chaque fois et elle soutient l'idée déjà proposée par Béguin que le désirable, l'intention pour le futur, elle n'est jamais construite une fois pour toutes au début du processus de conception. Il me semblait que les résultats qu'on apporte montrent ou décrivent une facette de cette affirmation. Et puis, ce qui me semblait intéressant de rappeler aussi, c'est que ce qu'on observe comme évolution des objets à concevoir, c'est pas seulement un raffinement des propriétés de l'objet, c'est-à-dire on va de plus en plus précis dans la description de ce que c'est que cet objet qu'on cherche à concevoir, mais qu'il y a aussi des changements radicaux dans les cibles de conception liés à des changements des représentations de processus. Donc on est bien loin de l'idée qu'on accumule des connaissances pour spécifier et raffiner la représentation qu'on a de l'objet au cours du processus de conception. C'est pas ça qu'on décrit, quoi. Et je... Il y a le téléphone qui sonne. Et les deux derniers points, c'était il y a des confrontations aux situations d'action réelle qui confirment que la place de la mise en œuvre est au sein enfin, il y a une place de la mise en œuvre au sein du processus de conception.
Et puis, un point qui me semblait intéressant à faire ressortir aussi, c'était qu'il y a des méthodes qui font une large place à l'émergence de l'inattendu. Quand on cherche à décrire les différentes formes de diagnostic, c'est aussi montrer la place, la prédisposition des chercheurs et des chercheuses à repérer ce qui est inattendu et à le prendre en compte dans le processus. Euh, donc, cette place, cette importance de l'inattendu m'a amené ou nous amener à vraiment discuter la place des situations réelles d'action dans la problématisation et comment cette nécessité de prendre en compte l'inattendu et puis de se confronter aux situations réelles d'action, questionner finalement des aspects d'organisation de la recherche. Donc, je vais pas le temps d'aller dans le détail de ce qu'on mettait là, mais des organisations qui concernent à la fois la façon dont on va penser, construire de l'interdisciplinarité. Dans nos cas, on peut identifier qu'il y a de l'interdisciplinarité qui n'est pas un présupposé, mais qui se construit au cours du processus de conception. Il y a de l'organisation de la recherche dans la manière de construire un rapport aux situations locales. Souvent, il y a une dialectique entre être pertinent pour des situations locales et en même temps être une critique de la limitation de la validité des connaissances à cette situation locale. Ici, nous, on voit aussi, on associe à la confrontation à la situation locale vraiment un moteur de l'évolution des représentations de processus. Je réinsiste là-dessus, c'était quelque chose d'intéressant dans le résultat, c'était que tous les processus de conception mettent en jeu des évolutions de ces représentations des processus qui viennent de la confrontation à des situations locales, voire des fois singulières. Et puis, de manière assez générale, ça questionne les temporalités et prévisibilité des projets de recherche. Donc voilà, c'est des points de discussion parmi d'autres, mais c'est ce qu'on met le plus en avant dans nos résultats et dans l'article. Donc j'espère que ça va faire émerger des questions. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long.